Londres, 1945. La guerre est finie, mais dans les hôpitaux pédiatriques, une autre guerre se livre. Des enfants nourris, lavés, soignés, se laissent mourir. Ils cessent de manger. Leurs regards se vident. Ils se balancent en silence comme des fantômes vivants. Les médecins parlent de marasme. Les freudiens disent « c'est parce qu'il n'a plus sa mère pour satisfaire ses pulsions ». Les behavioristes répondent « simple manque de stimuli ». Personne ne veut voir la vérité, sauf un homme, un psychiatre britannique aux yeux clairs et à la voix calme. Il entre dans ces salles, observe, écoute et comprend. Ces enfants ne meurent pas d'une infection. Ils meurent d'un manque d'amour, ou plus précisément, d'un manque de sécurité. Cet homme s'appelle John Bowlby, l'homme qui aurait pu dire « l'amour n'est pas un luxe sentimental, c'est une nécessité biologique aussi vitale que l'oxygène ». Il va révolutionner la psychologie en prouvant que le lien affectif est un système de survie gravé dans nos gènes par des millions d'années d'évolution. Mais surtout, il va créer la théorie de l'attachement. Alors, bienvenue dans Qui est John Bowlby, l'homme qui a prouvé que l'amour est une nécessité biologique. Une fois que vous aurez entendu son histoire, vous ne regarderez plus jamais un enfant qui pleure, un adulte qui s'attache ou une relation qui fait mal de la même façon. Qui est John Bowlby, l'homme qui a prouvé que l'amour est une nécessité biologique. Un podcast du site lepouvoirdelarésilience.com, le site qui vous aide à vous reconnecter à votre vraie nature et guérir votre âme. Londres, 1945. La guerre est finie, mais dans les hôpitaux pédiatriques et les orphelinats, une autre guerre invisible continue de faire des ravages. Imaginez une salle aux murs blancs et froids, des rangées de petits lits métalliques, des enfants de quelques mois, parfois jusqu'à 3 ou 4 ans. Ils sont nourris, ils sont lavés, ils reçoivent les soins médicaux corrects pour l'époque. Et pourtant, ils se laissent mourir. Ils cessent de manger. Leur regard devient vide, lointain, comme s'ils regardaient quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Ils se balancent d'avant en arrière pendant des heures, en silence. Leur poids chute, leur peau devient grise. Ils s'éteignent lentement, sans fièvre, sans infection visible. Les médecins parlent de marasme ou d'hospitalisme, un mot qui fait froid pour décrire une réalité terrifiante, des enfants qui meurent de solitude. L'hospitalisme est l'un des phénomènes les plus tragiques et les plus révélateurs de l'histoire de la psychologie du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les hôpitaux pédiatriques et les orphelinats d'Europe et d'Amérique, les médecins observent un tableau terrifiant et incompréhensible. Des enfants qui se laissent mourir, dont l'état se dégrade inexorablement. Un psychanalyste et pédiatre de l'époque, René Spitz, nomme ce syndrome l'hospitalisme. Il décrit des bébés qui, après quelques mois de privation affective, cessent de sourire, cessent de babiller, cessent même de chercher le regard des adultes. Il écrit avec une émotion contenue mais poignante « Ces enfants ne pleurent plus, ils sont au-delà des larmes ». À l'inverse, les enfants qui restent avec leur mère en prison malgré la pauvreté et l'enfermement se développent nettement mieux. Ils sourient, explorent, progressent presque normalement. Spitz conclut avec une force qui va ébranler toute la psychologie de l'époque. Ce n'est pas le manque de nourriture ou de soins médicaux qui tue ces enfants. C'est le manque prolongé d'une relation affective stable et chaleureuse. Cette étude va devenir l'un des piliers sur lesquels John Bowlby va s'appuyer. Bowlby lit le travail de Spitz avec une attention extrême. Il y voit la preuve clinique brutale de ce qu'il pressentait déjà. L'être humain, dès les premiers mois de la vie, a un besoin vital de lien émotionnel continu. Sans ce lien, le corps et l'esprit se délitent. Spitz fournit les observations et Bowlby va en tirer une théorie révolutionnaire. Là où Spitz décrit le drame, Bowlby explique le mécanisme. Le lien d'attachement est un système biologique de survie. L'absence prolongée de ce lien active un stress chronique qui épuise l'organisme et peut mener à la mort. C'est cette rencontre intellectuelle entre les observations cliniques déchirantes de Spitz
est la vision évolutionniste de Bowlby qui va donner naissance à la théorie de l'attachement. À cette époque, deux grandes écoles dominent la psychologie. Les Freudiens expliquent l'enfant s'attache à sa mère uniquement parce qu'elle satisfait ses pulsions orales, parce qu'elle le nourrit. Le reste n'est que projection. Les behavioristes, encore plus froids, répondent « ce n'est qu'un manque de stimuli. Donnez-leur des jouets, des bruits, des routines et tout rentrera dans l'ordre. L'amour, une simple habitude apprise. Personne ne veut voir la vérité en face. » John Bowlby voit ce que les autres refusent de voir. Le bébé humain n'est pas un tube digestif qui cherche du lait. Il n'est pas non plus une boule de pulsions sexuelles à canaliser. Il est un petit mammifère programmé depuis des millions d'années d'évolution pour rester proche d'un protecteur. Sans ce lien, son système nerveux entre en alarme permanente. Sans ce lien, il dépérit. Sans ce lien, il meurt. À ce moment-là, Bowlby ne sait pas encore qu'il va passer sa vie à le prouver scientifiquement. Mais dans ces salles d'hôpital silencieuses, face à ces petits corps qui s'éteignent sans raison médicale, il sent déjà la vérité dans ses tripes. John Bowlby naît le 26 février 1907 dans une famille bourgeoise rigide de Londres. Son père, Sir Anthony Bowlby, est un chirurgien renommé, militaire de carrière, homme de devoir et de discipline. Sa mère, Mary, issue d'une famille d'officiers, dirige la maison avec une fermeté toute victorienne. 6 enfants, une nurse, une gouvernante, une vie réglée comme une horloge. À l'âge de 8 ans, comme c'était la coutume dans les familles de son milieu, John est envoyé en internat. Loin de sa mère, loin de son foyer. 8 ans. À un âge où un enfant a encore besoin d'être tenu dans les bras, d'être rassuré, d'être aimé sans condition. Cette séparation précoce va marquer profondément Bowlby. Bien plus tard, il écrira avec une honnêteté rare « J'ai moi-même connu la douleur de la séparation. Je sais ce que c'est que de se sentir arraché à sa base de sécurité. » Mais à l'époque, personne ne parle de trauma. On parle de caractère, de trempe. John Bowlby entre à Cambridge pour étudier les sciences. Il est brillant, curieux, mais déjà en décalage avec son milieu. Il choisit la médecine, puis se tourne vers la psychiatrie. Il fait sa formation psychanalytique à la British Psychoanalytical Society. Il lit Freud, il lit Melanie Klein. Il est même supervisé par des figures importantes du mouvement. Pourtant, très vite, quelque chose cloche. Il refuse les théories dominantes de son temps. Pour les Freudiens orthodoxes, le bébé s'attache à sa mère uniquement parce qu'elle satisfait ses pulsions orales. Le sein égale plaisir, donc amour. Pour Melanie Klein, le monde intérieur du nourrisson est un champ de bataille, de pulsions destructrices, de haine et de fantasmes. Bowlby, lui, sent que ses explications ne collent pas avec ce qu'il observe dans la réalité. Il commence à travailler à la London Child Guidance Clinic avec des enfants délinquants et des enfants séparés de leurs parents. Il voit des gamins de 10, 12 ans déjà cassés, déjà enragés, déjà fermés. Et il remarque une constante. Presque tous ont connu des séparations précoces, des abandons, des ruptures brutales du lien avec leur figure d'attachement. 1939-1945, la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers d'enfants britanniques sont évacués des villes bombardées vers la campagne. Des petits de 3, 4, 5 ans sont arrachés à leur mère et placés chez des inconnus. Bowlby est chargé d'observer ces évacuations massives. Il voit des enfants qui pleurent pendant des jours, qui régressent, qui deviennent agressifs ou complètement apathiques. Il voit des mères qui, à leur retour, ne reconnaissent plus leur propre enfant. Il voit des familles brisées par la séparation. C'est à ce moment précis que Bowlby commence à contester ouvertement l'idée dominante. Non, le lien maternel n'est pas seulement une affaire de nourriture ou de pulsion sexuelle. Non, ce n'est pas seulement un objet partiel ou une satisfaction orale. L'attachement est un besoin biologique fondamental, un système de survie, un mécanisme aussi ancien et aussi puissant que l'instinct de fuite ou de combat. Il ose dire ce que personne n'ose encore formuler clairement.
Le petit humain est programmé depuis des millions d'années d'évolution pour rester proche de son protecteur. Sans cette proximité, son système nerveux entre en alarme permanente. Sans cette proximité, il dépérit. John Bowlby va alors faire quelque chose de révolutionnaire. Il sort la psychologie du divan freudien, il la sort des cabinets sombres et des interprétations de rêves, et il l'emmène dans la nature, dans la biologie, dans l'évolution. Pour comprendre l'être humain, Bowlby va regarder les animaux. Tout commence avec Konrad Lorenz, le grand éthologue autrichien prix Nobel en 1973. Lorenz étudie les oisons, ces petits canetons qui, dès leur naissance, suivent la première chose vivante qu'ils voient bouger. C'est ce qu'il appelle l'empreinte. En quelques heures critiques après l'éclosion, l'oisillon s'attache irréversiblement à cette figure, qu'elle soit sa mère ou Lorenz lui-même, en bottes de caoutchouc. Bowlby lit ses travaux et reçoit un choc intellectuel. Il comprend que l'attachement n'est pas une construction psychologique tardive comme le pensaient Freud ou Klein. C'est un mécanisme biologique inné, programmé par l'évolution pour assurer la survie de l'espèce. Puis vient le deuxième coup de tonnerre, les expériences de Harry Harlow sur les singes rhésus réalisées dans les années 1950 à l'université du Wisconsin. Harlow sépare des bébés singes de leur mère biologique et leur donne le choix entre deux mères artificielles. Une mère en fil de fer qui donne du lait, nourriture, une mère en tissu doux qui ne donne rien à manger, mais qui offre du contact, de la chaleur, du réconfort. Et que font les petits singes ? Ils passent presque tout leur temps accrochés à la mère en tissu doux. Ils ne vont vers la mère en fil de fer que pour se nourrir, puis retournent immédiatement se blottir contre la mère câline. Lorsqu'ils ont peur, ils courent vers la mère en tissu, pas vers celle qui les nourrit. Harlow conclut avec une phrase qui va résonner dans toute la psychologie. Le contact de confort est plus important que la nourriture elle-même. Bowlby lit ses résultats et sent que tout s'éclaire. Il comprend enfin pourquoi les enfants des hôpitaux mouraient malgré les soins physiques parfaits. Pourquoi les bébés séparés de leur mère dépérissaient. Pourquoi le lien affectif n'est pas un luxe sentimental. C'est un instinct de survie. Bowlby définit alors l'attachement comme un système comportemental inné, activé par la peur ou la séparation et désactivé par la proximité de la figure d'attachement. Quand le bébé ou le jeune enfant se sent en danger, le système s'allume, il pleure, il crie, il tend les bras, il cherche désespérément la proximité. Quand il est dans les bras de sa mère ou de sa figure d'attachement, le système se calme, le cœur ralentit, le stress diminue. Bowlby en est désormais convaincu. L'attachement est un système biologique dont la fonction est de maintenir la proximité avec une figure protectrice. C'est aussi fondamental pour la survie que le système de la faim ou de la soif. C'est un changement de paradigme total. La psychologie quitte enfin le monde des fantasmes internes pour entrer dans celui de la biologie évolutionniste. Bowlby a posé les bases théoriques. Mais c'est une femme exceptionnelle, sa collaboratrice, Mary Ainsworth, qui va transformer son intuition en preuve scientifique irréfutable. Nous sommes dans les années 60. Mary Ainsworth conçoit une expérience devenue légendaire. La situation étrange, Strange Situation. Imaginez une petite pièce au mur clair, quelques jouets posés sur le sol, une glace sans teint, derrière laquelle les chercheurs observent chaque micro-expression, chaque mouvement, chaque battement de cœur. On y place une mère et son enfant d'environ 12 mois. Le protocole se déroule en 8 épisodes courts et précis. La mère et l'enfant entrent dans la pièce. La mère et l'enfant sont seuls dans la pièce. Une personne étrangère entre. La mère sort, laissant l'enfant avec l'étrangère. La mère revient. La mère sort à nouveau, cette fois l'enfant reste seul. L'étrangère revient. La mère revient enfin. Ce qui les fascine, c'est ce qui se passe au moment des retrouvailles. C'est là que tout se joue. De cette expérience minutieuse vont émerger 4 styles d'attachement qui vont révolutionner notre compréhension des relations humaines. Première forme d'attachement,
L'attachement sécurisant, le port d'attache fiable. Environ 60 à 65% des enfants observés montrent ce comportement. Quand la mère sort, l'enfant pleure ou manifeste de l'inquiétude, mais dès qu'elle revient, il court vers elle, se laisse consoler. Son corps se détend rapidement. Son rythme cardiaque ralentit. Quelques instants plus tard, il retourne explorer les jouets rassurés. À l'âge adulte, ces personnes ont généralement confiance dans les relations. Elles savent demander de l'aide quand elles en ont besoin. Elles savent aussi donner de l'amour sans peur d'être étouffées ou abandonnées. Elles ont une base de sécurité intérieure solide qui leur permet d'explorer le monde avec confiance. Deuxième forme d'attachement, l'attachement anxieux, ambivalent ou résistant. La faim perpétuelle. Elle correspond à environ 10 à 15% des enfants. Ici, la figure d'attachement a été imprévisible, parfois présente et chaleureuse, parfois absente ou intrusive. L'enfant est terrifié par le départ de sa mère. Quand elle revient, il se précipite vers elle, mais en même temps, il est en colère. Il la repousse tout en s'accrochant. Il n'arrive pas à se calmer vraiment. À l'âge adulte, ces personnes vivent souvent avec une peur panique de l'abandon. Elles ont besoin de preuves constantes d'amour. Elles vérifient leur téléphone 10 fois, interprètent le moindre silence comme un rejet. Leur système d'alarme reste en alerte rouge presque en permanence. Troisième forme d'attachement, l'attachement évitant, le mur de glace. Elle correspond à environ 20% des enfants. L'enfant semble ne pas réagir au départ de sa mère. Il reste calme, continue de jouer. Mais les capteurs physiologiques, rythme cardiaque, cortisol, révèlent un stress énorme. Il a simplement appris très tôt que montrer sa détresse ne sert à rien, ou pire, fait fuir l'adulte. Il s'est comme blindé. À l'âge adulte, ces personnes ont tendance à fuir l'intimité. Leur mantra intérieur est souvent « Je n'ai besoin de personne ». Elles gardent une distance émotionnelle pour ne jamais être blessées. Elles ont du mal à exprimer leurs besoins et à recevoir de l'affection. Quatrième forme d'attachement, l'attachement désorganisé, le labyrinthe du trauma. Environ 15% des enfants sont concernés. C'est le style le plus tragique, identifié plus tard par Mary Mann et Judith Solomon. La figure d'attachement est à la fois source de protection et la source de peur. L'enfant ne sait plus s'il doit s'approcher ou fuir. Il se fige, se désorganise, montre des comportements contradictoires ou effrayés. À l'âge adulte, les relations sont souvent chaotiques, intenses et marquées par des traumatismes répétés. Le lien est vécu comme dangereux, même s'il est désiré. Au-delà de la science, au-delà des expériences en laboratoire, Bowlby nous offre quelque chose de plus grand. Il nous dit avec une clarté bouleversante « L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Nous ne sommes pas des îles. Nous sommes des êtres de relation. Nous nous réalisons, nous guérissons, nous devenons pleinement nous-mêmes dans la relation fiable avec un autre. Dès les premiers mois de la vie, votre cerveau construit une carte intérieure du monde relationnel. Cette carte est dessinée à partir de vos premières expériences avec votre figure d'attachement. Si cette personne est généralement présente, sensible, fiable, votre carte dit quelque chose comme « Le monde est relativement sûr. Quand j'ai besoin d'aide, quelqu'un répond « Je suis digne d'être aimé. Je peux explorer, tomber, me relever. » Cette carte devient votre base de sécurité intérieure. Elle vous permet d'aller loin dans la vie, de prendre des risques, d'aimer sans trop de peur. Mais si vos premières expériences sont marquées par l'absence, l'imprévisibilité, le rejet ou la peur, votre carte dit autre chose. Le monde est dangereux. Si je montre mes besoins, je risque d'être abandonné ou puni. Je ne suis pas vraiment digne d'amour. Je dois me débrouiller seul ou m'accrocher désespérément. Cette carte devient un filtre à travers lequel vous allez interpréter toutes vos relations futures, amoureuses, amicales, professionnelles. Mais ce que nous dit aussi John Bowlby, c'est que cette carte n'est pas gravée dans le marbre. Elle est révisable tout au long de la vie. Même si vos premières années ont été difficiles, même si vous avez développé un attachement anxieux, évitant ou désorganisé, votre cerveau reste plastique.
Une nouvelle relation sécurisante, qu'elle soit avec un partenaire amoureux conscient, un ami profond ou surtout un thérapeute formé à l'attachement, peut devenir une nouvelle base de sécurité. La thérapie, pour Bobby, n'est pas d'abord une analyse de vos pulsions ou de votre passé. Elle est une expérience relationnelle corrective. L'être humain se réalise pleinement non pas dans la solitude héroïque, mais dans la rencontre authentique et sécurisante avec un autre. Ce qui est le plus pathogène, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la solitude dans laquelle il est vécu. Un trauma n'est pas seulement ce qui nous arrive, c'est ce que nous vivons seuls, sans personne pour nous tenir, nous consoler, nous aider à donner du sens. John Bowlby nous a quittés le 2 septembre 1990 à l'âge de 83 ans. Mais son regard clair et sa voix calme continuent de résonner aujourd'hui plus fort que jamais. Il nous a appris une vérité à la fois simple et révolutionnaire. L'autonomie ne naît pas de l'isolement, elle naît d'un bon attachement. Et puis surtout, il n'est jamais trop tard. Le cerveau reste plastique, le cœur reste capable d'apprendre. Une nouvelle relation sécurisante peut devenir une nouvelle base de sécurité. Vous pouvez réécrire la carte intérieure qui guide votre vie affective. Vous pouvez réapprendre la sécurité dans la présence d'un autre. Vous pouvez guérir. Alors, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui ? Commencez par observer vos propres schémas relationnels avec douceur et curiosité. Quand vous vous sentez anxieux, évitant ou désorganisé dans une relation, demandez-vous simplement « Quelle est la petite voix de l'enfant en moi qui parle en ce moment ? De quoi avait-il besoin autrefois qu'il n'a pas reçu ?» Ensuite, offrez-vous et offrez aux autres des moments de présence réelle. Écoutez sans juger, regardez sans vouloir réparer. Soyez là pleinement pour quelqu'un et laissez quelqu'un être là pleinement pour vous. Prenez soin de vos liens. Ils ne sont pas un luxe, ils sont votre bien le plus précieux. Ils sont la racine de votre liberté. Ils sont l'architecture de votre intimité. Alors merci d'avoir exploré avec moi l'univers de John Bowlby et prenez soin de vos attachements.